Eloun, tu es l'un des noms les plus importants de la scène rapologique ivoirienne, mais les gens ne savent de toi que ce que tu as bien voulu leur montrer jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'ai envie de te creuser, que l'on te découvre sous la facette la plus profonde. Es-tu prêt à t'adonner à cet exercice? Ouais. Qui est Eloun? Je m'appelle Nouolé Brice. Et si tu connais Elon, il faut que tu saches que Elon, c'est Nouolé à l'envers. Et je suis un fils d'instituteur et d'une mère ménagère. Et je me définis comme le fils d'instituteur qui a réussi à être un artiste. Tu es né où? Je suis né à Zokro-des-Pieds, une sous-préfecture d'Issia, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que tu as grandi? Je ne vais pas dire que c'est là-bas que j'ai grandi parce que mon papa étant instituteur, c'est là-bas que je suis né. Et après, il a été affecté à Gaousoukro, après à Tiapoum. Et moi, après, je suis venu à Boisseau. Et d'Aboisseau, je suis venu à Abidjan. Qu'est-ce qui a le plus marqué ton enfance avant d'arriver à cette période d'adolescence comparativement aux enfants de ton âge? J'ai été un enfant, comparé au milieu dans lequel j'ai grandi, j'étais quand même un enfant de choco. C'est-à-dire un Mais privilégié? pas un privilégié. En fait, quand tu décides de comparer mon enfance à une enfance d'un enfant d'Abidjan ou de la capitale, je n'ai pas dit que je viens du sous-sol, tu vois. Mais comparativement aux enfants du village, j'étais quand même l'enfant du maître du village, tu vois. Du coup, j'étais l'enfant de celui chez qui on venait regarder avant, ça s'appelait Ciné Nuit. Ça s'appelait Ciné Nuit. Parce qu'il y avait la télévision à la maison? C'est nous seulement on avait la télévision en fait au village. Mon papa était celui qui avait la télévision, même si on chargeait ça avec batterie, les batteries de voiture là, c'est vrai ça qu'on chargeait la télévision. Donc je viens quand même du sous-sol, mais au village j'étais un enfant de choco, mais quand on compare ça à la ville, c'est rien en fait. Est-ce qu'il t'a manqué des choses? Et même la télé, c'était une télé blanc-noir. Comme pour tout le monde. Est-ce qu'il t'a manqué des choses dans ton enfance, aujourd'hui avec le recul? Avec le recul, je vois que j'ai jamais fêté d'anniversaire. Jamais. La seule fois où on a fêté Noël, j'étais au CP2, je me rappelle. On a fêté Noël. C'est mon vieux qui avait organisé ça, mais c'était pour tous les enfants du village. Et moi, il y avait une tombola, il fallait prendre un numéro pour avoir un ballon à la fin. Ça, c'est mon souvenir le plus longtemps. Et quand je vois ici des gens qui fêtent anniversaire, des trucs comme ça, non, moi, je n'ai pas connu ça en fait. Est-ce que tu dirais que tu as été un enfant aimé de ses parents? Oui. Avec tes frères et sœurs? Moi, je dirais que je suis un enfant qui est né au bon moment. Je pense Pourquoi? Que les astres ou les étoiles ont été alignés au bon moment pour ma naissance. Parce que avant que je naisse, ma maman a perdu sa première fille. Après, mon grand frère qui est né. Et moi, j'ai été le troisième. Et d'après ce que ma mère a dit, c'est que je suis né l'année où mon papa, étant instituteur, il a eu son rappel. C'est-à-dire qu'on te payait 4 millions. Avant, hein, je suis né dans une année d'abondance, mon papa. Donc, je suis né à la bonne époque, à la bonne période. Donc, je pense que c'est un peu ça qui me suit parce que je ne sais pas comment ça s'est fait. Je suis né là où mon papa avait l'argent et j'ai commencé à refuser. Il payait les blédines. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais le lait pour les enfants là. Il payait le lait le plus cher avant pour moi. Donc, je suis né dans une période d'abondance où il y avait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était nécessaire. Mais j'ai été le seul qui a profité de ça. Parce qu'après moi, mon papa ne s'est plus retrouvé. À quoi ressemblait une journée typique quand tu étais enfant? Tu allais au champ, tu allais à la pêche, après l'école? Quand j'étais enfant, avec le vieux, avec les grands frères à la maison, on faisait des concours de dessin. Parce que moi, j'ai toujours voulu ressembler à mon grand frère Sylvain, qui savait dessiner. Et aussi à mon oncle Andy, qui savait très bien dessiner aussi. Ça, c'était la première phase. Après, j'avais deux amis. L'un qui s'appelait Samuel, qui était un enfant de Choco. Il avait une grande maison avec sa maman. Il partait là-bas pour chiller. Pareil, sa maman, c'était une amie à ma maman. Et il y avait Sosten. C'était un enfant de Poignon aussi. Mais j'étais plus proche de lui que de Samuel.
Et Samuel, après, on m'a dit qu'il est parti en France, qu'il est... Il ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais Sostène aussi, il sait qu'il est en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faisiez? On partait, on retenait d'abord chacun respectivement dans les champs le champ de riz ou dans la rizière de ses parents pour chasser des oiseaux. Parce que avec les mamans, on partait au champ que samedi, dimanche. Mais du coup, du lundi au vendredi, il n'y avait personne au champ. Et les oiseaux mangeaient le riz. Donc, quand vers 17h, quand on finissait à l'école, on partait au champ pour chasser les oiseaux. Après, on venait à la maison. Donc, c'était ça notre chill. Ça nous amusait. Et en même temps, après aussi, les soirs, comme on était dans des villages où il n'y avait pas courant, les soirs comme ça, dans un village bêté, à Zocro des pieds, les grands du village tapaient tam-tam et puis on dansait. Moi, je voulais être un grand danseur en fait. C'est dans cette ambiance que tu as grandi? Ouais. Je voulais être le meilleur danseur du village. À ce moment-là, la musique, à part vouloir être un danseur, c'était pas dans ton esprit? Non, du tout. Je voulais qu'on aborde un paragraphe important de ta vie qui a certainement contribué à faire basculer les choses. C'est en 2006. Qu'est-ce que cette année t'évoque? 2006, c'est l'année où j'ai perdu mon papa. Tu avais quel âge? Je devais avoir 17 ans. Comment tu as vécu cette période? Je vais avoir 17 ans, ouais. Comment tu as vécu cette période? Ça n'a pas été facile parce que j'ai toujours été dans une ambiance où il y avait toujours quelqu'un. Tu vois, un exemple de géniteur, c'est-à-dire que j'avais un papa qui était là. Tu pouvais taper ta poitrine dehors pour dire que je veux un exemple, pour dire que je veux être comme lui là demain, je veux être là comme lui là demain. Et après, il n'était plus là. Donc, du coup, il n'y avait plus d'exemple en fait. Et tous les garçons, en général, à 99%, on veut tous ressembler à notre papa. Le garçon qui veut ressembler à sa maman. Le tien, c'était vraiment ton... Et moi, c'était mon meilleur ami. Ton meilleur ami. Ta référence. Ouais. Ton protecteur. Mon protecteur, mon tout. Qu'est-ce qu'il a eu? Et il est mort des suites d'une maladie, hernie interne ou hernie ombilicale, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas parce que je partais encore à l'école, j'étais en première. J'étais en première. Et puis, en même temps, la petite anecdote, c'est que personne ne m'a appelé pour me dire que j'avais perdu mon papa parce que je n'avais pas de téléphone. Donc, j'étais parti à l'école. Je venais d'avoir 13 de moyenne en première. Il passait en terminale. Moi, je rentrais comme ça à la maison. Pour aller lui annoncer. Merci. Et je reviens encore pour te dire que mon papa, il aimait les gens qui travaillaient. Et j'étais son enfant préféré parce que j'étais celui qui travaillait beaucoup, qui travaillait le mieux à l'école, comparé à mes frères. Tu étais un élève brillant. J'étais un élève brillant, j'étais celui qui ramenait toujours des bonnes notes, des bonnes moyennes à la maison. J'étais toujours tableau d'honneur. Juste quand j'ai eu mon BPC, tableau d'honneur toujours. J'ai toujours été parmi les 3 premiers de la classe. Pour t'expliquer plus simplement, du CP1 jusqu'au CM2, j'étais premier. 6e premier, 5e premier, ça peut être 4e. Quand j'ai commencé à avoir 14 ans, 13 ans, là, que j'ai commencé à être 4e, 5e. Moi, je voyais ça comme un échec. Mais quand même, j'ai passé en classe supérieure. La première classe que j'ai reprise, c'était la première fois de ma vie que j'ai repris une classe, c'était CM2 et après c'était terminale. Sinon, entre CM2 et terminale, ou du CP1 au CM2, je n'ai pas doublé. Donc, ce jour de 2006, tu as une très bonne note. Oui, tu veux venir annoncer. Oui, j'ai bien travaillé à l'école. Ma portée avait dit à mon papa que, ah ouais, voilà ça, j'ai déjà full à l'école. J'ai eu 12 de moyenne. Je suis 7e de ma classe. Je vais te dire que. Et j'arrive, elle me dit, attends là, tu es arrivé là, tu es content comme ça que tu n'es pas au courant. Je ne suis pas au courant de quoi. Qui te dit ça? Ma grande soeur. Elle dit, donc toi tu n'es pas au courant. Je dis, au courant de quoi? Mais, ça dit. J'arrive comme ça, puis on me jette ça à la figure, comme ça, un enfant de 16 ans. Mais tu n'es pas au courant de quand ton papa est mort. Il dit, aïe, c'est ce qui fait que je n'ai même pas pleuré. Tellement j'étais tellement choqué. C'est-à-dire que l'exemple de l'homme que tu as pas me faire exemple pour vivre là, on dit, il n'est plus là en fait. Et on m'annonce ça brutalement comme ça. Ouais. Mais c'est le jour, c'est quand on l'a enterré que j'ai commencé à réaliser que en fait, ton exemple là n'est plus là. Hein. Il est parti pour de bon. Et c'est là que j'ai pleuré. Quand j'ai pleuré à son enterrement,
Sinon, quand on m'a annoncé ça, c'était tellement brutal que je n'ai pas pleuré. Mais si on m'avait dit qu'il était mort depuis à Boisseau, peut-être j'aurais pleuré. Comment tu as géré sa disparition? J'ai commencé à boire. Et j'ai commencé à zailler aussi. Et parce que ce que je vais te dire, c'est que après qu'il soit parti, c'est aussi le début des problèmes. Parce qu'il n'y a plus parce que mon papa... de pourvoyeur de finances Oui. à la maison? Oui. Parce que la maman ne travaille pas? Oui, oui. Parce qu'en même temps, mon papa, c'est pas un gars qui a des milliards, tu vois, mais c'est quelqu'un qui était très, très humain. Très, très humain. C'est-à-dire que lui peut marcher comme ça, puis il va avoir un enfant qui a morbe dans son nez, il vient, il nettoie. C'est lui qui m'a appris ça en fait. Il était très, très humain, tu vois. Et dès qu'il est parti, il n'y avait plus cet exemple-là pour me guider. Ce repère, en fait. Pour ma scolarité, il n'y avait pas de beau-père, des trucs, il n'y avait rien. Il n'y avait plus personne en fait. Du coup, j'ai vite commencé à être indépendant. Tu étais livré à toi-même? Livré à moi-même depuis 16 ans en fait. À 16 ans. Et quand je suis arrivé à Boisseau, limite, j'étais un enfant de la rue. Limite. Parce Comment que ça se fait? Je ne suis pas un enfant. Je ne veux pas dire que j'étais un enfant de la rue parce que j'aime pas l'expression. Sinon, je peux dire ça, que j'ai été un enfant de la rue. Pourquoi tu pars? Parce que tu es quand même dans un cocon familial, même si le repère paternel n'existe plus. Ta mère, elle est là. C'est vrai qu'elle ne travaille pas, mais les frères et sœurs aussi sont là quand même. Mais il n'y a aucun qui travaille. Hein. Il n'y a aucun frère, aucune sœur, personne ne travaille. Du coup, chacun se cherche. Donc, il n'y a pas à manger à la maison? Il n'y a pas à manger, c'est fini. Mais nous, on nous a coupé. Maman n'était plus là, mais je suis resté avec mon grand frère et un enfant que mon papa a pris, un enfant de la rue, il s'appelle Zabadi Gueye Martial. Un enfant infime, comme ça. Il était à Soubré. Son papa s'appelle Jeannot. Mais lui, je ne l'ai plus revu. Je reviens dessus parce que lui, c'est quelqu'un qui me manque aussi. Et je ne l'ai plus revu depuis 2006. C'est quelqu'un qui me manque aussi. Et c'est lui qui m'a appris à faire papo. Les papos, c'est comme les tôles, comme la toiture. Ce qu'on appelle tôle. Mais lui m'a appris à faire ça avec la paille en fait. C'est avec lui qu'on faisait ça et qu'on revendait aux gens. Bah justement, on payait la feuille à 50 francs. Comment tu faisais pour vivre justement? Donc tu faisais ça? Oui, on faisait ça. Que on faisait ça, on faisait des tamis. On était hustler. H-U-S-T-L-E-R. Hustler. Comme on dit en anglais. On était des noussis, des grouilleurs en fait. Donc depuis 2006, j'avais 16 ans comme ça, j'ai commencé à être hustler. J'ai commencé à brûler parce que je ne pouvais pas compter sur quelqu'un. Et c'est pourquoi je ne pouvais pas compter sur quelqu'un? Parce que j'ai vite découvert la malhonnêteté. C'est-à-dire? Il n'y avait plus personne pour nous. Ah, c'est-à-dire dans la famille? Les gens savaient quel genre de problème tu avais, mais il n'y avait personne pour t'aider. J'ai vu notre voisin, un ami de mon papa, racheter les meubles de la maison. C'est-à-dire que son ami là, les meubles de sa maison là, lui payait ça, les fauteuils à 10 000, 30 ans à 5 000. Et nous, on avait juste besoin de transport pour venir à Abidjan. Et lui, il achetait ça avec sa femme. Ils achetaient. Donc, la vie est sans... On ne va pas lui en vouloir parce que le monde est sans pitié. Le monde est cruel. Lui, il a trouvé une occasion d'avoir lit superposé pour ses enfants. Lui, là, le papa n'est plus là. Eux, ils ont besoin de ça pour les enfants. Donc, s'il y a une opportunité pour avoir ça moins cher, autant sauter dessus. D'autres ont commencé à nous acheter des choses, les meubles de la maison, la télévision, les trucs, à 5 000, 2 500, 100 francs. Parce que vous aviez pris la décision de quitter parce qu'on devait quitter cet endroit pour venir sur Abidjan. Parce qu'on était en juillet et en septembre, l'État allait affecter un nouvel instituteur qui allait venir habiter à la maison. Donc on n'avait que 2 mois à vivre là. Et dans les 2 mois là, il fallait enlever. Mais on n'a pas de maison où on va envoyer les meubles en fait. Donc, on n'a pas de maison où on envoie les meubles. Donc ceux qui pouvaient profiter, ils ont profité. C'est comme ça, donc on ne va pas leur en vouloir. C'est la vie qui est comme ça. La vie est injuste. Donc votre maman et ses nombreux enfants, puisque vous étiez... On était 8. 8. Vous décidez de venir vivre à Abidjan. Non, maman est venue à Abidjan pour se chercher. Maman est venue à Abidjan. Elle ne peut pas retourner au village. Elle ne peut pas retourner chez son papa au village. Parce qu'avec la coutume, on l'a fatiguée là-bas en fait. Il fallait qu'elle quitte. Pas qu'on la tue. Avec nos traditions là, il fallait qu'elle quitte les lieux. Parce que ça a été l'un des derniers vœux de mon papa. D'aller quitte ici avec mes enfants. Donc, l'argent qu'elle avait là,
les enfants que ça pouvait payer le transport, là, ils les transportent au village ensemble. C'est pour ça que Junior, qui est devenu Lille Loup, il a commencé à fréquenter au village. Les jumelles, elle a quitté le village. Mais ceux qui pouvaient se débrouiller, qui avaient 15 ans, 16 ans, là, elle nous a laissés là-bas. Et nous, c'est là qu'on a commencé à être garçons, en fait. D'accord. Vous avez appris le métier de la vie. Ouais. C'était quoi le pire à ce moment-là? Le pire en ce moment, c'est que, arrivé à un niveau là, ils ont commencé à couper le courant sur nous, l'eau, et il n'y avait personne. Au début, on partait voir des gens pour dire que c'est nous, on habite, c'est nous les enfants de M. Mollet là. On a besoin de 1000 francs. Et personne ne voulait nous aider, personne. On nous voyait comme des clochards en fait. Donc il y avait des journées de disette? Mais des oui, journées des où il journées n'y sans avait rien manger, à se mettre sur la galère, gorge. oui, mal même. Comment tu tombes dedans? Alors, déjà, quand j'ai eu le bac, j'ai débarqué. Je n'ai pas appelé ma tante pour dire que je venais. La femme de Boni Niaoué, c'est ma tante. Elle s'appelle Tante Marie, que je salue. Je ne l'ai pas appelée, j'ai débarqué chez elle à la maison un matin. Et c'est étant chez elle que j'ai commencé à aller à l'université. Et en fait, il n'y avait pas le soutien. Moi, j'ai bénéficié juste d'un toit pour dormir, quelque chose pour manger en fait. Quelqu'un qui n'a pas appelé, tu es venu chez eux la maison, tu as venu à payer tes coûts. Pourquoi? Il faut que tes parents au moins fassent un effort. Moi, j'ai débarqué chez elle, elle me nourrissait bien, je mangeais bien, je dormais. C'est la maman de Dobé Niaoré. Je salue. C'est une famille que je respecte, que j'adore, avec Blaka. Voilà, mais je n'avais pas de parents pour payer mes cours. Du coup, c'est mon oncle, tonton Anderson, pardon, qui me donnait 5 000 par mois pour payer ma carte de bus. C'était à 3 000 à l'époque. Et on était en Badon. Le bus n'arrivait pas en Badon, le bus arrivait en Pouto. Donc il fallait se réveiller à 6 h, marcher jusqu'en Pouto. En Badon, en Pouto, c'est peut-être 1 km ou 2 km. 2 km pour marcher. De là-bas, je prends le bus et je vais à l'université de Cocody. Et nous, on était en philosophie parce que l'année où j'ai eu le bac, moi, je voulais faire anglais. Mais l'année où j'ai arrivé, en 2009, la faculté d'anglais ne prenait plus personne parce que c'était déjà bouclé. C'était tellement bouché qu'il y avait une année blanche. Donc, il ne prenait plus personne. Donc, j'ai opté pour sociologie, psychologie, philosophie. Et on m'a pris en philosophie. Et on avait cours du lundi au dimanche. Je répète, on avait cours du lundi au dimanche. Tous les jours de la semaine. Oui. Chaque jour de la semaine. Donc, chaque jour de la semaine, moi, je suis venu avec peut-être 3 ou 4 habits. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de déodorant. Je sens mauvais quand il s'est assis là. Même à la récréation, même quand le gars finit comme ça à 14h, 15h, le cours commence à 7h30. 7h30, j'ai là quitté Mbadon, marcher qu'en Pouto, prendre le bus, le 78 ou le 41, avec l'école de police. Et je fais le cours là-bas jusqu'à. On finit souvent à 19h, 20h. Et dans ça là, je vais arriver à la maison sans manger parce que je n'ai pas l'envie de nourriture. Je rentre sans manger et je dois attendre que la nourriture. C'est-à-dire qu'il y avait moins de creux. La nourriture va cuire à 21h et c'est à 21h qu'il y a mangé. Souvent, s'il y avait une lutte de bus où c'est bouché comme ça. Arrivé à un moment, il y a une petite anecdote. Arrivé à un moment là, pareil, mon oncle, on l'avait renvoyé de son travail, il n'avait plus l'argent. Donc, il a commencé à frauder pour aller à l'école. Parce qu'il n'y a plus personne pour payer ma carte de bus. C'est ces difficultés-là qui t'ont fait tomber dans... Et ça a été la seule fois de ma vie où j'ai dit, où la vie arrive, où la vie m'a envoyé là. Ce qui va se passer n'a qu'à se passer. La seule fois de ma vie où j'ai dit, où c'est arrivé là, ce qui va arriver n'a qu'à arriver. C'est mieux, il a commencé à faire, je ne sais pas, même si, et même, pendant que je j'étais à la fac là, là-bas, il n'y a pas, c'est pas comme si il y a liste d'appels. Présent. Donc tu viens quand tu veux, mais quand on dit à compo, il faut être là, tu vois. Du coup, il y a des jours, j'étais maçon, je vendais GABA, je faisais les petits jossis pour pouvoir parler des cartes de bus parce qu'il y a personne pour me mettre la carte de bus. Donc, je jossissais. Je faisais les petits boulots. Après, quand je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais je me regarde ce que la vie est en train de faire, c'est trop compliqué. Souvent, j'ai fini les cours. Souvent, j'ai fini les cours à 17h. Mais je ne peux pas prendre le bus pour rentrer parce qu'il y a les contrôleurs. Et il sait qu'à partir de 20h, il n'y a plus de contrôleurs. Donc je suis là, assis à l'arrêt de 17h à 20h, sans avoir mangé depuis 7h. Pour prendre le bus de 20h, pour rentrer à la maison et attendre jusqu'à 21h pour manger. Il dit, mais je suis né
Mais je ne suis pas obligé. Moi, il me suis toujours dit, je ne suis pas obligé de souffrir. Je ne suis pas obligé. Tu sais que tu travailles sur une situation qui ne t'arrange pas, tu peux te suicider, tu peux te prendre, tu peux faire ce que tu veux. Donc moi, je me suis dit que ce que je traverse, je ne suis pas obligé. Ce que la vie veut faire de moi, la vie n'a qu'à faire. Donc la première fenêtre qu'il a trouvée là, c'était le rap. Je me dis, bon, d'accord. Et en même temps, il y a mon instinct qui ne m'a jamais trompé. C'est-à-dire que quand je vais prendre une décision, si j'ai un doute, j'arrête. Et quand j'ai dit, c'est ça qu'elle a, hein, c'est le rap qu'elle a, allons-y. Donc j'ai sauté dessus avec mon cousin Blacka. On a commencé à rapper au quartier. KNB. On a commencé KNB, on était des gérants de cabine. Et ça ressemble à cabine, KNB, KBN. Parce que lui, il partait à l'école à Koumassi. Après un moment, bon, lui, il n'était pas trop concentré à l'école aussi. Et moi aussi, j'étais très concentré aussi, mais ça ne m'a pas envoyé quelque part. Donc il y a eu mon collègue qui n'est pas concentré. Et moi, je suis concentré dans part. Donc on fait notre truc ensemble. Il faut dire aussi que Blacka, là, c'est mon cousin préféré. En fait, c'est le seul cousin avec qui j'ai grandi parce que je n'ai pas connu beaucoup de cousins. C'est le cousin avec qui j'ai fait toute ma vie. Depuis il a 2 ans, j'ai 4 ans, on a grandi ensemble comme ça. Donc lui, il venait, on permutait. Il y a des vacances où il venait au village et il y a des vacances où il venait à Abidjan. Donc c'est le seul cousin avec qui j'ai grandi, avec qui je suis proche comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc on a commencé à faire rap de gérant de cabine. On doit s'appeler Atoukou de Gros. Après Atoukou de Gros, c'était à côté de Gaba 50. Il s'appelait Gaba 50. Donc on doit s'appeler Atoukou de Gros. On n'est même pas ingénieux, on n'a même pas réfléchi longtemps. Ils sont Gaba, nous on est Atoukou. Eux ils sont 50, nous on est 2 Gros. On a commencé, mais c'était des artistes du quartier. Avant que le rap ne te sauve, parce que finalement c'était l'échappatoire que tu avais trouvé, Ouais. même si les débuts étaient difficiles. Pendant cette période de galère où tu viens à Abidjan, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as failli flancher du côté obscur? Oui. Est-ce que tu as été tenté de faire des choses illégales? Oui. Et est-ce que tu en as fait? Oui. C'était quoi? C'était le cannabis, la weed. Parce que j'avais plus d'issue, il n'y avait plus d'issue côté école parce qu'il n'y avait plus personne qui me poussait. Je me disais, ah, les rappeurs que je vois à la télé là, c'est ça, ils fument et puis ils écrivent les textes. Donc j'ai commencé à fumer aussi. Non, avec mon cousin, on a commencé à fumer. Mais quand on finit de fumer, on vient s'asseoir, on télécharge instrumental, on écoute instrumental là jusqu'à. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Mais eux, ils font comment? Et puis quand eux, ils fument, ils font des trucs et puis ils font des textes, ils font des clips, tout ça avec cannabis là. On fumait. Mais ça ne nous a jamais rien fait. Je dis, attends. Donc un jour, il y avait un de mes cousins, lui fumait beaucoup. Donc un jour, il y avait deux de mes cousins là. Pas Blacka, d'autres. Je ne vais pas dire leur nom, eux fumaient. Donc, un soir, j'étais assis là, eux fumaient. Donc on n'a pas dit ça, il va te m'asseoir côté d'eux. Moi, il voulait plus. Moi, je veux faire plus que les gens pour que le retour soit plus que pour les autres. Donc je voulais fumer plus que pour que bénédiction que j'ai recevoir, c'est comme ça. Donc il se passe m'asseoir avec eux. Les doyens même de cannabis là, ils tirent 2 fois, 3 fois, eux finissent. Moi, ils viennent de commencer, il ne sait pas ce qu'il y a dans à cause des rap. Quand ils tirent 2, ils tirent 4. Ils tirent 2, ils tirent 4. Ils tirent 2, ils tirent 4. Alors moi, je suis bloqué quoi. Overdose de ça. Mais mon corps n'était pas habitué à cette nouvelle sensation là. Ça a commencé à m'avoir des délits bizarres. J'ai commencé à prendre l'eau pour verser sur moi. J'ai commencé à appeler au secours. J'ai commencé à penser que je suis dans le futur. Franchement, j'ai dégamé. On dit j'ai dégamé. Et quand il vient dégamer, j'ai dit, ah, Seigneur, on est un moment là. Parce que dose dans quoi je suis allé là. Enlève-moi dans ça. Quand il a quitté, il n'a plus jamais touché. Parce qu'il pense que c'est pas ça, c'est pas pour moi. Et c'était la seule fois où j'ai touché, ou pas la seule fois où j'ai touché, la seule fois où j'ai dégamé et puis j'ai dit, je vais arrêter. Et depuis ce jour, je n'ai plus touché. Et donc l'aventure commence avec Kif No Beat, donc KNB, Ouais. et après Jocha, Didi B oui. et LG Et Didi, c'est sont recrutés par vous. Oui, et Didi, c'est un cousin à mon cousin, tu vois. Et nous, on commence notre mouvement à 2. Il dit que lui, il a son... Parce que lui, moi, il vient du village. Et là, je vais expliquer cette moi, il vient du village. Je suis venu, on a commencé à faire quelque chose ensemble. Il dit, bon, lui-même là, il a son cousin. Et lui, quand il sort de la maison, là, il est censé se promener. Moi, il vient de Baki. Moi, ici, assez, mais il ne sort pas.
Donc lui, il dit, il a son cousin Dieu là-bas aussi. Là. Lui aussi, là, ça l'intéresse. Le projet, là, l'intéresse. Donc, il va nous rejoindre. On dit, y a pas, moi, il dit, il n'y a pas, moi, il dit, il n'y a pas de... Il n'a qu'à venir. Moi, il voit ça, un way on a raté notre vie, en fait. C'est un way, on ne sait pas ce qu'on fait de notre vie, c'est dans le rap. On est en 2008 ou 2009. On prend quel exemple, on dit, on veut devenir rappeur comme ça. Il n'y a même aucun exemple, en fait. Il dit, il n'y a pas de rap. Il dit, il n'y a qu'à venir. Au moins, on n'est pas deux fous. Au moins, on sera trois. Donc, lui, il nous rejoint. Et puis, on a commencé. Après, on se rend compte qu'il y a encore LJ et Joshua encore qui sont dans un autre coin, qui font la même chose que nous. Il dit, ah, ok, vous venez. Donc, on devient 5. Et dans la même période, il y a Section d'Assaut qui est déjà full en Europe, là-bas, en France. On dit, c'est qu'on va ressembler à ce groupe-là, parce qu'eux, là, ils font la même chose. Ils sont comme nous. Et le test, c'est que dans la même période, on lance un concours de rap qui s'appelle Fireflow. On dit, on a besoin des gens, des groupes et des individualités venir participer. Et nous, on s'inscrit. Et bam. Et je peux expliquer notre audition à Fireflow ou pas? Bien sûr. Et quand on arrive à Fireflow, là, on trouve des gens les plus chocos d'Abidjan. Les gens les plus chocos d'Abidjan. Parce que nous-mêmes, là, on est des gens où nos parents ne sont même pas prêts à nous donner 100 francs pour aller faire rap. C'est nous-mêmes notre argent, on prend pour aller faire rap. Alors que eux, là, c'est les chocos. C'est les parents qui donnent, tiens, eux, ils ont déjà l'an pour s'amuser. Nous, on arrive là, les plus balasseurs. On arrive là, depuis nous, on a appris ça, je crois, la veille ou le jour J. Donc, on arrive avec un instrumental comme ça, nous, on va en freestyle. Pendant qu'eux, ils viennent avec des sons qui sont préparés. On devait retenir que 16 groupes. On a été 16e groupe à avoir été retenu. En 2010. On a été les 16. C'est-à-dire que quand ils ont fini de prendre les chocos jusqu'à là, quand on dit qu'il n'y a plus espoir, il manque. On dit, bon d'accord, ils ont pris toute l'individualité, il faut un groupe, ils ont pris Kif No Beat. Et c'est dans ceux en qui ils n'ont pas cru là, c'est nous on a fait jusqu'à, on a été premier. Parce qu'on avait quelque chose de nouveau. À la finale, on est venu avec Masque. Parce qu'il y a Didi et Blaka, qui est le fils de Bolin Yaouré. Et Didi aussi qui vient du village qui ont ramené les hauts des villages qui. Moi ici, avant de les mettre, moi je les écoute seulement. Avec Joshua et LG aussi, il y a un qui sait chanter, il y a un qui est joli, il y a un qui s'appelle Raga. Moi ici, le gawa du groupe. Et on a envoyé Masque. On a fait une répétition, on a tué avec Tanti Kadi Bomou qui était notre manager à l'époque. Ça s'est bien passé, on a été premier. Et tellement on avait la même vision, l'an de Fireflow là, on a donné à Shadow Chris, on dit on veut faire mixtape. On a gagné 250 000. On n'a même pas pris 5 francs avec téléphone. On a gagné 250 000 avec téléphone. Un téléphone. On a donné un téléphone à notre manager pour qu'elle n'a qu'à décrocher les appels des gombos. Et on a donné 250 000 à Shadow. On devait faire mixtape. On ne sait même pas c'est quoi qu'un mixtape à cause de Section d'Assaut. On a donné tout. Nous, on a dit que moi, j'ai quitté l'université. Si on fait rap avec les enfants là, je suis le plus âgé. Si on fait rap avec les enfants là, on gagne 250 000. Pour un moyen père à maman, je prends, on investit encore dans la musique. Donc c'est comme ça que nous on a été éduqués. On dit il y a ce que. Si tu penses quelque chose de quelque chose, tu penses quelque chose, tu as ton opinion par rapport à quelque chose, c'est que c'est juste ton point de vue. Ça veut dire que tu vois ça en fonction de là où tu as arrêté. Ça s'appelle ton point de vue. Donc, les gens ne voyaient pas ce que nous on voyait. Donc, dans Fireflow, jusqu'à on est devenu Kif No Beat, jusqu'à on a fait quelque chose qu'aucun groupe de rap francophone n'a fait. Donc, il faut croire en soi, Il faut croire en soi. Ouais. Et vous avez sorti cette mixtape, Ouais. les choses se sont enchaînées pour vous. Bonne nouvelle. Il y a eu plus de bonnes nouvelles. Et ça fait des années que Toute ça dure. l'histoire de Kif No Beat, tu tapes sur Wikipédia, tu vas voir. Ouais. Mais après des années ensemble de succès, le public se rend compte sans grande annonce que chacun essaie à son niveau de faire sortir des sons. Oui. Il y en a qui ont dit que le groupe c'était fini. Après, ils ont vu que finalement non, puisque les uns se retrouvaient dans l'équipe des autres. Et donc, plusieurs singles sont sortis. Ouais. De toi, de Didi De tout le monde, chacun de envoie, Blacka, chacun a envoie, essayé. ouais. Qui ont connu plus ou moins des succès, en tout cas pour certains dans le groupe. Pas forcément pour tout le monde. Et puis te Mais voilà. ça, c'est le public qui décide. Hein. Oui, bien sûr. Après, de toutes les façons, Kif No Beat, c'est un groupe et chacun a, comme tu parlais d'énergie et son talent, c'est ça qui fait Ouais. toute cette coloration-là. Maintenant, il n'empêche, chaque coloration a son importance. Ouais. Et celle-là, justement, la tienne, comment tu définirais, toi, ton rap aujourd'hui?
Moi, je pense que je fais le rap le plus simple au monde. Je fais le rap. Moi, je veux dire que je ne rappe pas, je parle. Je parle au public. C'est comme du slam. Mais ça veut dire que c'est 50% slam, 50% rap. C'est le langage du public que je parle. Je parle le langage du public. Ça te Je fait parle de combien de leur singles réalité. maintenant? Ouf. J'ai arrêté de Entre compter. Franchement, j'ai L'enfant arrêté de de compter. qui? Alors, j'ai commencé par Demain, il n'y a pas cours. Demain, il y a C'est pas l'enfant de cours. qui? Doucement, oh, combine. On a trop souffert. Gérez-vous. Sans C'est pas c'est Côte d'Ivoire. Mhm. C'est pas c'est Côte d'Ivoire. Ropero avec Black M. J'ai envoyé aussi à Shadow, changer la situation. Là, j'ai envoyé à 10. 10. Et Lou, on a plus ou moins décortiqué ton parcours, pour ne pas dire ta vie, à ce jour. Quel résumé tu pourrais donner à tout ça? À ma vie, Oui. moi je me Au définis. stade où on est aujourd'hui. Au stade où je suis, je dirais que je suis un enfant de maître qui a réussi à s'imposer dans la musique. Mais moi, je préfère être. Je préfère qu'on est heureux ensemble. Moi, je résume toujours ma vie sur le bonheur. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce que chacun fait, c'est pour être heureux. Je ne suis pas heureux actuellement parce qu'on n'est pas tous heureux ensemble. C'est comme quand j'ai eu le bac, par exemple. Les gens avec qui j'ai étudié là, j'étais le seul à avoir le bac. Même s'il y a une énergie qui me bénit, mais je veux qu'on soit tous bénis ensemble en fait. Ça fait que je ne profite pas de mes meilleurs instants. Quand je vais prendre Afrima comme ça, je ne vais pas m'asseoir pour dire je suis le meilleur. Tu vois non? J'aurais aimé que ce soit un trophée de Kiff Nobit. J'aurais aimé que ce soit qu'on soit tous à la cérémonie et que chacun ait son trophée, tu vois. Mais quand c'est moi seul là, quand j'ai une gloire seule, ça ne me plaît pas. Quand tu regardes ta vie depuis le début, depuis ta naissance au village, ton enfance, la disparition de ton père, le fait que ta mère ait été obligée de partir avec une partie de la famille au village, et vous, quand tu regardes tout ça, est-ce qu'il y a une chose que tu regrettes ou que tu as manqué de faire peut-être, dans le sens que tu aurais voulu et que tu n'as pas réussi? Est-ce qu'il y a un manquement comme ça qui te vient tout de suite à l'esprit? La seule chose qui me manque, c'est la présence de mon papa. La seule chose qui me manque. Sinon, à part ça, c'est la seule chose qui me Est-ce manque. que tu penses que ton père aurait été d'accord que tu fasses la musique? Je ne pense pas, par exemple. Mais je pense qu'il aurait été heureux de me voir. Enfin, lui, il ne croit pas vite, mais il croit plus au résultat. C'est-à-dire que si je viens avec des tatouages, il va se fâcher. Mais s'il vient avec des tatouages, et puis voir que j'ai des millions d'abonnés et je vais avec une voiture, il sera content, il va m'accepter. Mais au début, il ne va pas accepter. Parce que chez lui, c'est académique. Il faut que tu sois professeur ou tu vois dans les trucs de fonction publique là. C'est comme ça que lui voyait les choses. Mais je pense que s'il était vieux actuellement et que je venais le voir et que déjà qu'il est à côté, ah c'est énorme, il allait savoir que je suis quelqu'un. Il allait être fier de moi. Je pense que là où il est fier de moi. Et Lou, si jamais on te donnait tout de suite, et ça va être ma dernière question, l'opportunité de dire quelque chose à ton papa, directement à lui, Directement? de lui parler directement, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il entende de toi aujourd'hui? Alors, Après tout ton parcours et toutes les souffrances, voilà, tout le manque que son absence a créé, et aujourd'hui le résultat que toute cette vie de combat finalement a donné, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? bon, finalement, il y a des choses que tu n'as jamais accepté de nous dire. Il y a des choses que tu n'as jamais accepté de nous dire. Et que j'ai fini par... C'est-à-dire que c'est à 31 ans que j'ai appris que mon papa c'était le plus... C'est-à-dire c'est quelqu'un... Je ne sais pas si je peux le dire maintenant. En tout cas, c'est que tu n'as pas dit là. Dodo a réussi. Dodo m'a dit ça un jour. Et moi, je vais le dire aujourd'hui que tu as été le premier de ton village. C'est-à-dire que c'est lui qui a envoyé groupe électrogène dans son village. Et l'histoire que tu as, ton passé aussi, Dodo m'a dit que tu travailles avec un blanc. Et après, il y a eu la jalousie dans ton entourage. Et des gens ont raconté des mauvaises choses sur toi. Et qui ont fait que tu as eu un mauvais passé. Et tout ce que tu as pu vivre après là, c'était pour essayer d'oublier ce que tu as vécu à cause des gens.
Et que tout ça, je suis au courant de ça. Il faut que tu saches que je suis fier de la personne que tu as été et tu as toujours été un exemple pour moi. Tu as toujours été un exemple pour moi. Je sais et j'espère que tu es aussi fier de moi. Parce que tu nous as, je ne vais pas m'asseoir quelque part pour dire qu'on a manqué de quelque chose parce que tu as toujours tout fait pour qu'on ne manque de rien. Sans avoir été milliardaire, mais on a toujours été milliardaire en éducation parce que tu nous as tout apporté, la base. La base. Tu nous as tout apporté, tu nous as tout appris. Grâce à toi, moi, là où je suis aujourd'hui, tu peux m'envoyer en Thaïlande, tu peux m'envoyer dans n'importe quel pays, même dans le désert, je vais m'en sortir. C'est toi qui m'as formé, tu as été mon meilleur formateur, tu as toujours été mon exemple. Dommage que tu n'aies pas été là pour voir la personne que je suis devenue, mais c'est que tu me vois. Il faut que tu saches que je prends soin de ce que tu as laissé dans ma main. Tu m'as mis dans le problème, tu as laissé beaucoup d'enfants dans ma main. Je fais tout pour m'occuper d'eux. Donc s'il y a des bénédictions que tu peux envoyer pour que ça m'aide à décanter des situations pour prendre soin d'eux, il faut que tu actives. Parce que la femme que tu as laissée, elle est là. Elle est dans ma main. Les enfants sont dans ma main. Tout le monde est dans ma main actuellement. Tout le monde est dans ma main actuellement. Mais je sais que tu me vois et je sais que tu es fier de moi. Tu vas nous offrir un cadeau. C'est un extrait de ton EP. C'est le titre intro de cette EP-là. Ouais. Pour boucler cette interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci, Connie. Et avant de faire l'outro qui s'appelle Tous Pareils, je tenais à dire merci à Connie Touré qui fait partie de ces personnes-là qui ont... C'est-à-dire que depuis on n'était rien, on était encore vilain, sale. C'est une femme qui a cru en nous, c'est notre maman, à nous tous. Elle a toujours cru en nous. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'elle soit celle-là qui va m'interviewer pour mon album en fait. Pour l'interview de mon album, il faut que ce soit elle-là qui va m'interviewer. Parce que c'est quelqu'un qui compte vraiment beaucoup. Elle fait partie de l'histoire de Kif Nobit, elle fait partie de mon histoire. Voilà. Donc là maintenant, le son que je vais vous interpréter s'appelle Tous Pareils. Regarde bien tous ces gens qui t'applaudissent aujourd'hui parce que tu arrives encore à faire des choses qui leur plaisent. Y'a certains que tu blesses, ils aimeraient être à ta place. Mais cette vie c'est un théâtre, chacun doit bien jouer son rôle. J'ai perdu mon père, j'ai enterré mon grand frère. Si tu veux me faire du mal, pense à ceux qui dépendent de moi. J'étais timide à la base, la vie m'a rendu éveillé. Je ferai du bien autour de moi jusqu'à ce qu'on puisse plus me réveiller. J'ai du respect pour la vie, du respect pour nos traditions. On n'a pas attendu cette dogme pour contrôler nos actes. Les mauvaises langues comme d'hab diront que c'est un pacte. Des échecs tu en connaîtras, vaut mieux s'y attendre pour amortir les chocs et avoir moins mal. On a beaucoup plus mal quand la gifle nous surprend que lorsqu'on tente volontairement la joue. Je fais du bien, mais ils ne retiennent que ce que je fais de mal. Mais ils ne retiennent que ce que je fais de mal. C'est le genre de choses qui souvent me fait mal. Hey, on est tous pareils. Nos péchés sont juste pas pareils. Tout comme toi j'ai eu des galères, sauf qu'à personne je n'en parlais. On a encaissé beaucoup de coups. Le seul espoir qu'on a, c'est que nos batailles ne soient pas vaines. On m'a dit n'aie pas pitié des gens, Dieu les voit. J'ai répondu c'est peut-être lui qui m'envoie. Mon peuple se bat encore pour l'égalité. Si tu trouves quelqu'un plus grand que toi, c'est peut-être que t'es à genoux. Relève-toi et profite. La vie qu'on a c'est une grâce. Tout le monde meurt un jour. C'est la façon dont on vit qui importe. Sois loyal et aie une bonne réputation. Le plus important c'est ce qu'on retiendra de toi. Tu te sentiras supérieur ou inférieur à quelqu'un quand tu décideras de te comparer à quelqu'un. Enemene, le retour de la pierre. Je fais du bien, mais ils ne retiennent que ce que je fais de mal. Mais ils ne retiennent que ce que je fais de mal. C'est le genre de choses qui souvent me fait mal. Hey, on est tous pareils. Nos péchés sont juste pas pareils. Tout comme toi j'ai eu des galères, sauf qu'à personne je n'en parlais. Hey.